Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Maud, bonsoir Fred. C'est la première fois que je reçois deux invités dans une seule émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comment allez-vous ? Bonsoir François, ça va très bien, ça va très bien. Bonsoir à tous, on va très bien, on est là pour répondre à l'invitation de François et à passer un petit moment. Ça tombe bien parce que moi je suis très curieux d'en savoir beaucoup plus sur vous parce que ça fait quelques temps que je vois passer des publications Trail the World, des publications Maud, des publications Fred et j'étais vraiment très curieux d'échanger avec vous et d'en savoir un petit peu plus sur votre histoire, votre parcours. Et donc, toutes les personnes qui regardent cette émission en live pourront également, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, vous poser l'ensemble des questions qu'ils ont envie de vous poser. Et on se fera un plaisir d'y répondre et d'échanger autour du trail et de Try the World et de tous les projets que vous menez parce qu'ils sont nombreux. Alors, comment a commencé alors déjà, avant de commencer à parler de Try the World, j'aimerais bien connaître un petit peu plus sur vous et j'ai une question que je pose à tous mes invités qui est la même pour commencer cet échange, c'est est-ce que vous vous souvenez de votre premier trail ? Oui. Alors mon premier trail, je l'ai couru. J'étais en tour du monde. Je l'ai couru et c'était donc en Afrique du Sud, autour d'un étang. C'était un 21 km. Donc pour moi, c'était une grande première en trail. J'avais déjà fait de la route pas mal. Et donc j'avais choisi pour mon tour du monde de 2 ans, toute seule avec mon sac à dos, de commencer par des petits trails. Et donc le 21 km, ça s'est plutôt bien passé. J'ai cru que j'allais pouvoir courir tout le temps, chose auquel tout le monde croit au départ. Et puis en fait, quand tu vois que tu as une première montée qui est comme ça, tu te dis que tout le monde marche, donc tu veux marcher et t'en chies comme tout le monde et à la fin tu es bien content. Voilà, ça c'était mon premier trail. D'accord. Et donc ça c'était en quelle année ? C'était en 2014. Ah la vache. Non, 2015. 2015, 5 ans déjà. Ça date. Ça date. Okay. Ça marche. Et toi, Fred ? Moi, je me souviens aussi très bien. C'était en Normandie en 2010. C'était un 15 km. Un 15 km, quasiment tout plat. Il y avait juste un passage sur un terrain de motocross où il fallait monter un petit truc. Je suis arrivé au bout de ces 15 km, j'ai dit, mais plus jamais je fais ces conneries, c'est terminé. C'est quoi ce truc c'est pas pour moi. Alors, faut dire qu'à l'époque, je faisais plutôt de l'athlétisme, spécialisé 400 mètres haies. Voilà, c'était plutôt dans cette optique-là, sprinter. Et j'en revenais d'une rando, je m'étais dit, voilà, je vais essayer un trail. Donc, je me souviens très bien, 15 km et je suis bien parti.
Et j'ai très mal fini. Voilà. Voilà, comme souvent. Et je me C'est suis dit, étonnant, hein, c'est étonnant ce syndrome-là qu'on a tous à la fin de notre premier trail, de se dire plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'est un syndrome qui arrive d'ailleurs même une fois qu'on augmente un petit peu les distances. On se dit plus jamais, et puis le lendemain, on est de retour sur Click&Go à se dire où est-ce que c'est la prochaine. c'est ça. Et en fait, on est tous tombés dans la marmite un peu comme ça. C'est ça. Donc, on voit que Maud, toi, tu es, du coup, tu es globe-trotteuse un petit peu depuis longtemps. Donc, c'est ça qui t'a donné, qui vous a donné l'idée de Try the World, ou comment est-ce que t'es venu ce goût du voyage? Alors, de mon côté, avant que Trail the World existe, l'agence de voyage existe, de mon côté, entre 2015 et 2017, je suis partie faire un tour du monde toute seule, de course à pied, donc sur route, sur trail aussi. J'ai couru une vingtaine de courses dans une trentaine de pays. Voilà, la rencontre, pour aller découvrir un petit peu toutes les courses qu'il y avait dans le monde et rencontrer des femmes pour les interviewer aussi et comprendre pourquoi elles couraient. Voilà, ça c'était entre 2015 et 2017. Et de son côté, en fait, Fred, je vais le laisser expliquer ce qui s'est passé. Et ben moi, pendant qu'elle était en tour du monde, je suis tombé un peu par hasard sur sa page où j'ai découvert ça. Et on avait déjà créé l'association Trail the World à l'époque parce que moi j'avais fait une course aux Canaries en 2014 et c'était compliqué. C'était compliqué d'avoir les infos en espagnol, il n'y avait pas de traduction en anglais, le site était mal fait. Donc on a été quand même faire cette course avec deux potes, John et Cédric. Et en venant, on s'est dit ça pouvait être sympa si l'année prochaine on emmène du monde sur cette course pour les aider maintenant qu'on connaît. Donc on a créé l'association Trail the World et on a commencé à faire voyager les gens avec l'aide d'une agence de voyage. Et puis, voilà, on a emmené du monde sur cette course, la Transvulcania, et ça allait pas plus loin au début, l'idée. Et on a commencé à avoir d'autres demandes pour aller sur d'autres courses, et là, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, on commençait à réfléchir, mais sans vraiment pousser le truc, parce qu'on travaillait à côté. Ouais. À côté. Et jusqu'à temps que je rencontre Maud, que je tombe sur sa page pendant son tour du monde. Donc, en 2016, voilà, on est rentré en contact. Et il me dit, tiens, c'est cool ce que tu fais. Tu fais des trails dans le monde. Moi, j'ai une association qui s'appelle Trail the World. Je dis, mais c'est cool. Moi, j'adore le concept, pouvoir aller voyager et découvrir des endroits en cours. Et on s'est dit, voilà, quand je rentre, on se rencontre et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on a décidé de lancer l'agence de voyage parce que Fred connaissait pas mal l'Europe et puis les États-Unis. Il a des compétences en coaching et moi de mon côté, j'ai des compétences en commerce, en création d'entreprise et je connaissais pas mal de courses dans le monde. Donc on s'est dit c'est parfait. On a fait un voyage test qu'on a fait au Chili. La première année, avant de créer l'agence de voyage pour voir si ça fonctionnait. Puis on a vu que ça fonctionnait bien. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'agence de voyage, donc qui prend un peu de temps. Et du coup, on l'a lancé en 2018. On a eu l'agrément agence de voyage en 2018 parce qu'il faut avoir un agrément pour pouvoir être agence de voyage. Voilà. D'accord. C'est une super histoire, c'est une très belle histoire, votre rencontre et cette création qui est un peu le fruit du hasard, mais que vous avez su saisir et que vous avez monté un beau projet, c'est génial. Vous avez rencontré un marché, vous aviez les compétences pour répondre à cette offre et puis vous avez créé Try the World. Donc bravo pour ça, bravo pour avoir eu le cran et le courage de s'être lancé, puis d'avoir lancé le projet. Donc du coup depuis 2017, si j'ai bien suivi, Try the World est officiel. Alors 2017, on a créé l'agence en fin 2017 et en fait l'entreprise fin 2017 et en fait l'agrément on l'a eu en avril 2018. Donc ça prend quelques mois pour avoir cet agrément parce qu'il faut passer des commissions, etc. Et l'administration française, elle est un peu lourde, voilà. Oh non, c'est pas vrai. non, on n'est pas réputé pour ça, les Français, c'est pas vrai.
Alors du coup, donc 2018, vous avez l'agrément pour faire l'agence de voyage. 2018-2019, bah du coup c'est parti, ouverture du bal avec les premiers voyages, j'imagine. Ouais. Donc là, ça se passe comment? Ces premiers voyages, les premiers retours, ça se passe comment? Alors, au début, ça démarre gentiment. Après, on était déjà connus. On avait déjà la page Trésor qui était créée depuis donc 2014. On avait l'association, donc on avait une certaine base de connaissances. On faisait des articles, on avait un blog. Donc, on était déjà un petit peu connus dans le trail. Donc, ça a facilité peut-être le démarrage et la visibilité au départ. Mais après, il faut essayer de capter la confiance aussi des gens qui partent parce que on est dans un métier de loisir. Donc, c'est pas forcément évident au début de capter, de faire comprendre qu'on est compétent pour faire ce qu'on fait. Et donc, on a fait les premiers voyages, on a eu les premiers retours, les premières images, les premiers reportages de course. Et en fait, comme à chaque fois, ça se passait toujours bien, les gens parlaient de plus en plus. Nous, on s'est dit, on va faire de plus en plus de voyages. Et donc, ça a grandi comme ça petit à petit. Et initialement, on voulait. Alors, l'idée de base, c'était on accompagnait tous les voyages. Donc, t'imagines, si on accompagne dans l'année, à un moment donné, 5, 10, 15 voyages dans l'année, on n'a plus de temps pour gérer le développement de la société. Bien sûr. En fait, on a aussi développé une partie plus, on va dire, logistique organisationnelle où les gens partaient en liberté. Et ça a aussi pas mal fonctionné parce que du coup, on a plein de personnes qui voulaient partir seules, en famille, entre amis, à des dates bien précises, sur des courses bien précises. Et en fait, nous, on a organisé un certain nombre de voyages aussi dans lesquels on n'accompagnait pas tout le temps, mais on gérait toute la logistique. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant ça. Du coup, c'est vrai que je pensais que vous étiez présent à chaque fois, et je me disais, mais comment ils font pour suivre tout ça? Donc, ok, ça marche. Et toutes les destinations comme ça que vous proposez, c'est des gens qui vous demandent, qui vous disent, bah tiens, moi j'aimerais bien aller faire telle course dans tel pays, et puis est-ce que vous pouvez m'organiser la totalité du voyage, gérer les billets de transport, l'hébergement, prendre mon billet, enfin. Ou alors c'est vous qui proposez, qui avez des partenariats peut-être avec certaines courses, et puis comment ça se passe? Alors on fait les deux. C'est-à-dire que initialement on avait choisi des courses que nous on connaissait parce qu'on voulait emmener des gens dans des endroits qu'on connaissait. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à développer une sorte de catalogue, si on pourrait appeler. Et après, on a créé des partenariats avec des courses en Europe notamment, qui nous donnaient accès à certains dossards pour qu'on puisse organiser les voyages pour les gens. Et après, on a beaucoup de demandes spontanées de gens qui voulaient aller faire des courses ou aller dans un endroit en particulier et qui voulaient qu'on leur trouve une course. Ok. Donc en fait, au départ, c'était du voyage organisé tout en un, accompagné, etc. Et puis ça s'est transformé en voyage sur mesure. On a fait plus de voyages sur mesure parce que les gens, ils attendent de partir en voyage, qu'on les conseille parce qu'on a cette compétence sur le terrain et de par l'expérience aussi de coach de voyage. Et après, derrière, c'est comme ça que ça s'est développé, le voyage sur mesure. D'accord, ok. Et donc du coup, là, on est en année 2018-2019. Ouais. Donc là, les voyages se passent bien, ça y est, commence à y avoir des bons retours, vous avez des clients, tout est bien, tout est voilà. Et là arrive notre ami le Covid. Mais avant ça, on avait bizarrement, on avait peut-être déjà un peu anticipé le fait que le voyage ça soit pas notre seule source de revenus. Parce qu'on s'était dit, l'agence de voyage, ça existe, elle est là, on commence à la développer, on va continuer à la développer. Mais on a eu des petites idées parce que pour ceux qui nous suivent et qui nous connaissent un peu, on a 40 000 idées à la seconde. Il y en a plein qu'on concrétise et il y en a pas qu'on concrétise pas, pardon. Et donc, du coup, on a développé les événements. Ouais. Et à commencer par Infinity Trail. Voilà, c'est les premiers événements. Peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard. L'Infinity Trail. Alors, l'Infinity Trail auquel j'étais inscrit. Exactement. Et j'étais inscrit à l'Infinity Trail. Je trouvais ça génial, une course un petit peu débile.
comme il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc, pour rappel, l'Infinity Trail, c'est une boucle de 6,7 km avec un départ toutes les heures, et puis on part tant qu'on peut. Ouais, Et donc, vous étiez les premiers en France à la faire. Alors, vous étiez deux à peu près en même temps, je crois. Alors, racontez-nous comment ça vous est venu cette idée. Alors, on a un podcast à côté aussi, parmi les nombreuses idées qu'on a. Donc, on a un podcast qui s'appelle Ouf, où l'idée, c'est de faire des briefings de course. Donc, on s'est dit, à un moment, il manquait quelque chose. Nous, quand on regarde un profil de course, on voit que ça monte, on voit que ça descend, mais on ne sait pas si la descente, on peut courir ou on ne peut pas courir. Donc, on a voulu faire des briefings de course. Et donc, on prenait à chaque fois des élites, des gens qui avaient fait des podiums, hommes ou femmes, et on prenait une personne de milieu de peloton qui correspondait plus ou moins à tout le monde, à notre niveau aussi. Nous, on n'est pas du tout petits, on est dans le milieu de peloton, comme beaucoup. Et donc, pour parler de la course en détail, de chaque montée, chaque descente. Et on a lancé des portraits de ouf. Où là, on prend une personne et on parle de cette personne qui a fait des choses de ouf, comme son nom l'indique. Et le premier invité, c'était Guillaume Calmette. D'accord. Donc Guillaume Calmette, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le Français qui a fait plus de tours à la Barclay. Voilà, il a vécu aux États-Unis, il a fait beaucoup de courses aux États-Unis, et pendant ce podcast, il nous a parlé du format Backyard Ultra. Donc cette boucle qu'est-ce que c'est cette folie? Cette boucle de 6,7 km. Et là, on s'est dit, mais c'est incroyable, il n'y a pas de fin, ça se termine quand il ne reste plus qu'une seule personne. Et donc, on s'est penché sur le sujet, on a regardé et on s'est dit, donc on a enregistré le podcast peut-être au mois de mars 2018. Et l'été, au mois de juin, on s'est dit, on va lancer, il n'y en avait pas en France, et quasiment pas en Europe, tout autour. Donc, on s'est dit, on va lancer ça en France. Donc, on a commencé à réfléchir à l'endroit, donc en Normandie, et puis on a commencé à faire de la pub, à lancer. Les inscriptions en 15 jours étaient complètes. Et en fait, on l'a lancé 1 an à l'avance. On s'est dit, comme ça nous laisse le temps d'organiser le truc, de voir si ça prend, et en fait, ça a vraiment bien pris. Enfin, on s'est dit, mais c'est incroyable. Enfin, d'ailleurs, tu t'es inscrit avec 15 jours. Le premier jour, j'étais inscrit. Ouais. Pour revenir à ce format backyard, c'est une boucle à faire toutes les heures, et c'est une boucle de 6,7 km. Et la course s'arrête quand il ne reste plus qu'une seule personne à faire un tour. Et ce principe, il est assez fou, parce que nous-mêmes, en tant que coureurs, on se dit, on ne le ferait jamais. Mais à organiser, sincèrement, c'est génial. C'est une expérience, voilà, c'est unique. C'est parce que vous étiez là, sur le point de départ arrivé, vous étiez tout le temps là, et vous voyez les coureurs qui en chiaient de plus en plus, qui abandonnaient, vous les motiviez peut-être un petit peu aussi, ça doit être marrant ça. Cette année, du coup, on devait l'organiser en mai 2020 et ça a été décalé. On l'a organisé en juillet. Et en fait, on était présents sur la ligne de départ et d'arrivée à chaque moment où les coureurs étaient là. Et on les encourageait, on les motivait à repartir aussi parce qu'il y en avait qui voulaient pas repartir. Et on a tenu 30 heures en tout cas sur cette première édition en Normandie. D'accord, non, c'est vrai. Enfin, ouais, moi je trouvais ça un petit peu, vraiment original et c'est pour ça que je m'étais inscrit. Alors c'est quelqu'un qui est abonné à ma chaîne qui m'avait dit, allez viens, on avait fait un trail ensemble en Normandie. Il m'avait dit, allez viens, il y a ça, c'est la première fois en France, ça va être génial, machin. Et puis comme j'ai très très peu de mental, je m'étais laissé influencer et puis je trouvais le concept génial. Alors malheureusement après en juillet, c'était pendant mes vacances donc je pouvais pas participer, c'était dommage. Mais sinon ça aurait été vraiment avec grand plaisir. Un bon concept. Tu peux renouveler on te renouvelle l'invitation si tu veux pour en mai. Je vais noter ça dans un coin de ma tête. Et donc, ça sera le 21 mai. C'est la même date. Bon. Voilà, 21 mai. Mais là, c'est déjà complet. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, ça a été aussi très rapidement complet déjà pour cette année. D'accord. Bon, affaire à suivre. Alors du coup, on reprend un peu notre fil si j'arrive à le refaire. Donc là, les voyages se passent bien. Alors j'ai une question justement au sujet des voyages.
qui est intéressante. Alors, je rappelle à tout le monde, si vous venez d'arriver en cours, que vous pouvez poser vos questions et on les affiche comme cela à l'écran et on y répond en direct. Alors, quelle a été la demande la plus compliquée pour vous à organiser? Wow, j'ai pas l'impression qu'on... Enfin, il n'y a pas eu de demande insurmontable. Ouais, en fait, on arrive toujours à trouver une solution. J'ai peut-être une demande pour aller faire un ultra trail en Russie. Ah oui. En Russie, perdu dans le massif de l'Altaï. Alors, on connaissait pas forcément, donc on s'est renseigné, on a regardé. Et en fait, l'aéroport est à 10 heures de l'endroit où il y a la course. Sauf que louer une voiture, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas trop de transport. Sur place, il y a des hébergements, mais 90% c'était en russe parce que c'est vraiment dans la campagne perdue. Donc, c'était un peu plus compliqué. On a réussi la mission, mais c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, mais voilà, on a réussi après. Ah si, on a eu une demande pour aller pour faire de l'itinérance sur un chemin en particulier au Pérou. Sauf qu'en fait, il n'y a pas du tout d'hébergement sur ce chemin. Oui, pour rejoindre, en fait, alors c'est pas un chemin pratiqué pour aller par exemple jusqu'au Machu Picchu, c'est un autre chemin. Et en fait, il y a des trails qui sont organisés, mais il n'y a pas de trek avec, on va dire, des hébergements, des refuges. Donc, il faut quasiment demander d'acheminer tout le matériel à chaque point où pendant 2 jours, il faut avoir sa tente avec soi. Donc, d'accord. on a quelques demandes comme ça me vient à l'esprit, mais on arrive toujours à trouver. C'est là qu'on voit que l'organisation, c'est un métier et puis que ça prend beaucoup de temps. Surtout quand on n'a pas les réflexes et les mécanismes que vous devez avoir avec le temps et l'expérience. Et quand on doit s'organiser ça, moi je vois que rien que pour faire le GR20 l'année dernière, j'y ai passé du temps quand même à choisir mes billets, voir où est-ce que j'allais dormir, comment je fais pour revenir après à la fin. Et alors j'imagine le temps d'organisation pour partir au Machu Picchu. Bon. Alors Franck qui nous demande si quand vous faites les voyages accompagnés, vous assurez l'assistance des coureurs. Oui. Oui. Ça, c'est le truc qu'on fait à chaque fois. Et en fait, vous êtes, on l'a fait d'ailleurs en mars pour la Trans-Grand Canaria. Le dernier voyage qu'on a fait, et après c'était fini pour l'année. On a accompagné une dizaine de personnes et on les a vues au moins une fois tous sur l'ensemble de la course, et on s'est même séparés. Fred et moi, on avait chacun nos coureurs qu'on suivait et on les suivait tout du long, et parfois on les croise à des endroits où ils n'imaginent même pas qu'on va être, et c'est ça qui est drôle, et c'est ça que nous on aime aussi en tant que ça doit être génial. C'est être sûr que la personne elle va arriver au bout et qu'il y aura une petite attention, un petit truc qui va dire ok, je continue, j'y vais, je lâche pas. C'est ça qui est apprécié aussi du voyage accompagné, c'est qu'en fait le coureur il vient, il s'occupe de rien. Nous sur place on les emmène visiter les endroits, on les emmène au départ de la course, on va les voir à différents points, à l'arrivée de la course on est là, on les ramène à l'hôtel, il n'y a vraiment rien à faire, juste à courir. Et donc ça c'est une partie qui est appréciée parce que c'est important quand on se lance sur une longue distance, sur un 130 km. Sachant que on peut les voir à différents endroits, et on prend même du coup les accompagnants qui ne courent pas, parce que du coup ils sont avec nous dans la voiture et ils peuvent voir aussi la personne qui sont accompagnés avec nous à différents endroits et suivre toute la course. Donc ça aussi ça plaît, c'est ça qui est intéressant. Donc oui finalement c'est presque un ultra pour vous aussi de gérer tout ça. On dort pas, on dort comme les coureurs. On s'est vu, moi je m'en souviens en Turquie, je me suis vue passer dans des pistes en 4x4 qui n'étaient pas du tout adaptées à la voiture, juste pour aller retrouver un coureur au bon endroit. Il était 2h du matin. C'est vraiment une aventure. À chaque fois, c'est une aventure. Mais c'est vrai que finalement, quand on pense à tout ce qui est problème de charge mentale et puis de se déstresser, de prendre sur soi, de pouvoir bien dormir les jours avant, le fait d'avoir déjà tout ça, de pas avoir à aller peut-être chercher son dossard, de pas avoir à aller présenter son matériel, de savoir que tous les gens font ça pour toi,
eh ben, ça te décharge mentalement et tu te pars dans de bien meilleures conditions finalement. Et aussi la puissance de voir un visage connu sur un ravitaillement ou sur un point de passage, ça n'a pas de prix, ça. Donc ouais, je comprends que les gens apprécient ces côtés-là. Alors du coup, donc on en vient à Monsieur Covid qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, hein, en tant qu'agence de voyage et puis organisateur de trail. Ça a un petit peu complexifié votre histoire. Comment est-ce que vous avez rebondi? Quels ont été les passages qui ont peut-être été un petit peu difficiles aussi pour vous? Parce que quand on apprend que tout le monde va être confiné et que les trails vont être annulés, j'imagine qu'il y a un moment où aussi ça va pas hyper bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Alors, début 2020, on était bien. Après, on est revenu de la 30 secondes canadienne. Le voyage était complet. On avait plein de voyages de réservés. On partait quand même sur une année 2020 très prometteuse, en tout cas. Puis en mars, déjà dès le mois de mars, on en avait déjà fait plus de personnes que toute l'année 2019. Donc on était plutôt bien. On est revenu 5 jours avant le confinement, je crois. Ça a été vite. Et là, on s'est dit, on a eu 2-3 jours. On s'est dit, ah oui. Là, il va falloir tout annuler. Comment on va faire? Comment ça va se passer? C'était le flou artistique. Donc, on a attendu, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Et en fait, on a annulé tous les voyages. Il y a une loi qui est passée au niveau de l'agence de voyage pour préserver un peu les agences de voyage, parce que sinon, si on devait rembourser tous les clients, toutes les agences de voyage fermées. Donc, bon, on s'en sort correctement, on va dire. Et en fait, assez vite, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et on a eu un petit moment. Oui, on a eu un petit moment. On était un peu en train de se dire, ok, là c'est chaud pour l'année quand même 2020. Ouais. Mais comme on disait tout à l'heure, on a quand même pas mal, on a des idées, donc on s'est dit, il faut qu'on en trouve une rapidement. C'était vraiment ça l'idée. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi et qu'on avait déjà l'envie de créer des événements uniques. Et Fred, qui est fan du Tour de France depuis longtemps, il a toujours voulu créer une course un petit peu en trail qui faisait un peu le tour de la France. Et c'est comme ça qu'est née un peu l'idée de se dire on va organiser un trail qui va faire le Tour de France et on va faire voyager les Français en France au lieu de les faire voyager à l'étranger. Voilà, c'est un peu qui est né le trail. Donc c'est super. Enfin, ça, je vous le disais juste avant qu'on lance le live. Je trouve ça super inspirant et vraiment. Enfin, moi, c'est ce que j'incite à faire dans mes vidéos, dans mes lives, tout. À chaque fois, je le dis aux gens de s'adapter et de pas toujours subir un peu ce qui nous arrive. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun impact. C'est comme quand il pleut, de dire si on râle parce qu'il pleut, ça sert à rien en fait. Et il faut juste s'adapter à la situation qu'on vit. Alors, je comprends qu'il y ait des choses qui soient des fois un petit peu rageantes et qu'on ait envie de râler. Et on est un petit peu français aussi, on aime bien ça. Hein, faut pas non plus. Mais ce que je trouve génial, c'est votre capacité que vous avez eue à rebondir et puis à trouver d'autres projets qui sont viables. Et ça, c'est super chouette. Bravo pour ça encore une fois. Alors du coup, Trail de France. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce projet de Trail de France? Alors, c'est un mini Tour de France en trail. Donc, de la même façon que le Tour de France vélo. On va pas faire nous sur 3 semaines parce que c'est compliqué pour les vacances. Donc, c'est sur une semaine, il y a 6 étapes. Et l'idée, donc, c'est d'aller de massif en massif, de région en région. Donc, c'est 380 km. On a réfléchi à un parcours qui a du sens, qui passe dans plusieurs départements. Donc, c'est 380 km au total. Qui passe uniquement par des GR. Oui, passe sur des sentiers GR, donc des sentiers qui existent déjà. On n'a pas à créer les chemins. En 6 étapes et 14 000 mètres de dénivelé positif. Okay. Donc, on passe dans 3 régions. Donc, on a l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a le PACA et on a l'Occitanie. Et on est dans 8 départements. Okay. Donc, c'est même sur une zone assez élargie. Et l'idée, c'est comme le Tour de France, c'est à l'arrivée d'une étape,
l'étape du lendemain, elle ne part pas du même endroit. On est obligé de prendre une petite navette pour faire 1h30, 2 heures de bus. Et pour aller camper sur un autre endroit qui est le départ de l'étape du lendemain. Comme ça, on change à chaque fois de massif vraiment pour se dépayser. On n'est pas que dans les Alpes, donc on est dans le Jura, on est dans le Vercors, on est autour du Mont Ventoux, on va monter le Mont Ventoux, on est dans les Cévennes pour aller jusqu'au Mont Égual, on est dans l'Aveyron où c'est une étape quasiment de plaine, et on termine dans le Cantal par un contre-la-montre. Donc voilà, il y a de tout pour tout le monde. D'accord. Et est-ce que y a même ça? Parce que est-ce qu'il va y avoir un maillot du meilleur grimpeur? C'est une très bonne question. Alors Philippe, salut Philippe. Ah bah oui. On n'avait pas vu Philippe. Apparemment, Philippe, vous le connaissez, hein, il confirme que votre assistance est parfaite pour les coureurs et accompagnateurs. Ah oui, parce que justement, on parlait de la Transgrande Canaria tout à l'heure. Philippe était du voyage en 2019, donc l'année d'avant. D'accord. Avec Janine, sa femme, qui ne courait pas, et justement, ils ont, semble-t-il, apprécié le fait qu'on les ait accompagnés tout du long. Eh ben, merci Philippe pour ce message de gratitude. C'est témoignage en direct. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Alors, du coup, est-ce que... Moi, j'avais une question par rapport à cette histoire de Trail de France. Est-ce que vous avez une idée de suite comme ça, pour faire un petit peu la suite chaque année? Ce serait un parcours différent ou... L'idée, en fait, du Trail de France, c'est de parcourir tous les sentiers de France et faire découvrir la France aux Français. Du coup, cette année, l'année prochaine, on est dans les régions que Fred a citées. Et l'année suivante, on pourrait être en Normandie, en Bretagne, on pourrait être en Aquitaine. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller redécouvrir des petits endroits ou même de les découvrir parce qu'il y a plein de sentiers en France qui est de la montagne ou pas de montagne, qui sont magnifiques à explorer. Et en fait, on veut les refaire découvrir. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. Et donc, ça pourrait durer 10, 20 ans, au final, cette Trail de France. Il pourrait y avoir des sénateurs qui auraient toutes les éditions et fait tout le Trail de France. Il y a tout à faire. Franchement, si on arrive à faire ça, on sera plus que content. Ouais, ce serait chouette. Alors, je peux pas te contredire sur le fait que la Bretagne est un coin à découvrir et à redécouvrir et à encore découvrir. Je me disais que tu allais dire ça parce que les Bretons, ils sont très fiers de leur région. Oh, on est un petit peu chauvin, mais pas un petit peu. Je sais que c'est le seul drapeau que j'ai vu le plus de fois dans tout mon voyage en 2 ans. Même tout pays confondu. Hein. Il y avait ce drapeau est incroyable. Je sais pas comment il fait pour voyager autant. Une fois, j'étais tombé à la télé sur un concert en Ukraine. Et dans le public, je vois quoi? Je vois un mec avec son drapeau breton. Ce drapeau est incroyable. Alors, j'avais une question par rapport à vos organisations comme ça de trail. Quand on voit le monde qu'il y a autour qui gravite autour d'une organisation de trail avec tous ces bénévoles, etc. Vous, comment est-ce que vous faites pour organiser tout ça à deux? Est-ce que vous avez une équipe de bénévoles avec vous? Est-ce que vous avez comment vous faites? Alors, sur les organisations, on a dans chaque endroit, notamment sur les Infinity Trail, on est implanté dans différentes régions et on a des équipes de bénévoles qui sont localement sur place et qui nous aident. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup de bénévoles, l'organisation d'un Infinity Trail ou d'un 24 heures Vertical Challenge, parce qu'en fait, on reste au même endroit pendant 24 heures ou même 40 heures. Pour le Trail de France, on a une équipe donc de bénévoles, donc des gens qui ont déjà organisé des trails et des gens qui sont nos proches. Et après, on a lancé une sorte de candidature à des gens qui voudraient nous aider pour être présents sur cet événement parce qu'on va avoir besoin à peu près d'une centaine de bénévoles. Et donc, on a aussi des bénévoles localement dans les régions parce qu'on est en contact avec les communes, avec les offices de tourisme. Et là, il y a pas mal de gens, d'associations, que ce soit dans le trail ou dans la randonnée, qui sont prêts à nous aider parce qu'en fait, on fait rayonner leur territoire et leur région et leur commune. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider. Donc, en fait, on n'est pas vraiment seuls. Mais c'est nous, les têtes qu'on voit le plus souvent. Ouais, j'imagine. Ok, ça marche. C'est intéressant tout ça parce que c'est vrai que
souvent c'est un problème hein, quand on veut organiser une course. La recherche de bénévoles, on entend des fois des courses qui sont même annulées parce qu'ils n'ont pas assez de bénévoles. Donc, si vous arrivez à en trouver et que vous arrivez à surmonter ça, c'est super. C'est super, c'est pas un point qui est bloquant pour vous. Alors, du coup, Trail de France, on a une question. Combien va coûter l'inscription? Et comment on fait pour s'inscrire? Alors déjà, voilà, comment on fait pour s'inscrire? Et je mettrai déjà tous les liens dans la description. Mais Alors, donc pour s'inscrire, c'est facile, c'est sur le site internet, le traildefrance.com. On peut pas faire plus facile comme site. Voilà. Au niveau du coût de l'inscription, alors on a plusieurs tarifs. Pour une semaine, tout compris, pour les solos, hein, parce que donc, on a plusieurs catégories. On peut participer en solo, donc 380 km, mais ça reste réservé quand même à des personnes qui ont l'habitude de faire de l'ultra, qui ont l'expérience. Donc, on a en solo, on a en équipe de 3 ou 4 personnes, où là, en équipe, ça correspond à courir entre 18 et 25 km par jour en moyenne. Okay. Alors, ça peut changer puisqu'il y a une personne qui peut courir que 5 km, c'est assez libre, il y a des passages de relais comme ils veulent. Donc, avec la dernière étape, la 6e étape, c'est une étape plus courte, c'est 11 km en contre-la-montre où l'équipe court ensemble. Okay. Parce que le reste des étapes, ils sont relais. Donc, il y a le solo, il y a en équipe de 3-4 et on ouvre ça à la journée. Ça veut dire que s'il y a une personne qui veut juste faire une étape, c'est possible. Si on est en vacances sur place pour les locaux ou parce qu'on ne peut pas avoir de vacances, c'est possible aussi. Donc, il y a ces 3 catégories-là au niveau des tarifs. Après, en solo, c'est 890 €. 890 €, c'est une somme. On a comparé pour expliquer un peu le tarif. On a regardé tout ce qui se fait entre elles par étape. Et on s'est dit, on va prendre la moyenne et on est un peu en dessous de la moyenne. 890 €, ça comprend tout sur la semaine. Tout, les courses, la sécurité, les repas, les ravitaillements, les navettes, les tentes. On vous fournit les tentes, on vous monte les tentes. Voilà, tout est compris. Les transports de sacs, la navette abandon si vous abandonnez, tout est compris pour une semaine. D'accord. Alors moi j'ai un point de vue sur ces. Vous allez voir, vous allez me dire si vous le partagez ou pas du tout sur ces prix et ces tarifs d'inscription, parce que c'est un sujet qui revient souvent, ça, un petit peu le prix des inscriptions qui est cher. Souvent, alors par exemple l'année dernière j'ai fait le GRP, donc c'était 120 km dans les Pyrénées. Et le dossard était quelque chose comme 120 €. Enfin voilà, c'est un petit peu plus de 100 €. C'est vrai qu'on a des courses qui coûtent beaucoup plus cher, comme l'UTMB, qui coûte 350, 380 €, je crois. Et à chaque fois, je me dis, un trailer qui est accompagné, qui a une assistance médicale en cas de problème, qui a des ravitaillements, qui a des bases vie, qui a des gens qui lui apportent son matériel, etc., sur cette distance-là. Finalement, 120 € pour faire 120 km, c'est pas si cher que ça. Si on devait prendre un guide et faire la même distance, et pour une personne normale qui mettrait peut-être une semaine, on paierait beaucoup plus cher pour avoir toutes ces prestations-là. Donc finalement, comme ce que tu as présenté, ce que vous avez présenté avec 6 jours, assistance, etc., pour faire 380 km pour 890 €, finalement, c'est pas beaucoup plus cher qu'une semaine de location si tu devais prendre un chalet en montagne pour l'hiver. Alors, il y a la location. Après, il faut compter tous les repas, il faut compter les déplacements. Si on rajoute tout ça, prenez une semaine de vacances à côté et comptez toute une semaine, comparez. On se situe un peu en dessous de la moyenne. Alors après, on comprend que c'est pas accessible à tout le monde. Et c'est bien pour ça qu'on a proposé aussi des possibilités d'inscription, que ce soit en équipe. Donc en fait, là, forcément, le prix est moindre parce que c'est 1790 pour une équipe de 3 et 2190 pour une équipe de 4. Donc c'est le prix global. Et après, on a la possibilité de s'inscrire à la journée. Et les prix à la journée, c'est entre 20 et 90 €. Donc, du coup, on offre la possibilité aussi à des trailers et des traileuses qui voudraient quand même participer à cet événement qui quand même va être sympa parce qu'il y a cette notion de partage, de vie, de découverte de la France. Ils peuvent quand même y participer. Et du coup, on ne voulait pas non plus se limiter parce qu'on sait qu'il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir s'y inscrire. Ok, ça marche. Et du coup, justement, comme ça, vous pouvez. Donc, ça répond à la question, faut-il faire les 6 étapes ?
Pas forcément. Pas obligatoirement. Tu peux t'inscrire sur les 4 et en faire, sur les 6 et en faire que 4, mais bon, c'est dommage. Dommage. Donc, non, en solo, les 6 étapes, et sinon, après, tu peux faire qu'une étape, ou 2, ou 3 étapes, c'est un peu à la carte. C'est ça. D'accord. Ok, ça marche. Alors, moi, c'est très clair hein, pour moi, votre projet Trail de France, surtout que, en plus, pour être très clair avec vous et avec les spectateurs, j'ai déjà vu la vidéo de présentation qui est allée passer avec les plans drone et tout ça, c'est super, super joli. Donc, le projet me parle bien, donc voilà, mais je pense qu'on en a bien parlé. Donc, moi, je voulais savoir, avec le confinement qui a été prononcé, les trails qui se font annuler, on ne sait pas trop comment ça va être pour 2021. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers le trail off. Alors, il y avait des gens qui le faisaient déjà avant. Il y en a qui commencent à l'organiser. Est-ce que vous constatez que vous avez plus de demandes d'organisation de trail off vers vous et est-ce que j'avais une autre question, elle me reviendra après, allez-y. Déjà celle-là. Alors sur l'organisation, alors des trails en off, là nous on n'a pas eu trop de demandes parce que la plupart des trails en off qu'on organise, ça sera à l'étranger parce que les gens en fait qui veulent, alors je parle sur la partie organisationnelle au niveau du voyage, hein, les gens qui veulent faire du off en France, ils sont souvent, ils le font en indépendant. C'est-à-dire qu'ils en revanche, si les personnes elles veulent organiser un trail en off pour un groupe de personnes, là, il y a quelque chose, il y a un point de vigilance, c'est que en fait, ces personnes-là, elles ne pourront pas vraiment l'organiser parce qu'elles ne sont pas assurées. Parce qu'il faut vraiment un agrément agence de voyage pour pouvoir organiser ce type de trail off en groupe, par exemple. Parce qu'en gros, si jamais... C'est ça ma question. On va dire, par exemple, toi, François, tu te dis, voilà, je voudrais organiser un trail en off avec, je sais pas, 10 personnes. Je réserve les hébergements, je vous réserve l'avion, etc. Et bien, en fait, si tu t'organises tout ça et qu'il y a un souci, malheureusement, tu ne seras pas assuré parce que, en fait, tu n'es pas agence de voyage. Et en fait, tu es tenu pour responsable. Et c'est bien pour ça que les agences de voyage existent et que nous, on existe. Et en fait, on s'assure que nous, en fait, on a une responsabilité civile agence de voyage et on a une garantie financière qui nous assure aussi qu'on est apte à vendre du voyage. Et en fait, si on n'a pas ça, on ne peut pas organiser un trail en off, par exemple. Ça peut être un trail en off ou n'importe quel autre voyage. Et par exemple, si jamais quelqu'un se fait mal, alors là, on prend souvent l'exemple et ça parle bien, c'est si jamais quelqu'un tombe dans un ravin et finit tétraplégique, malheureusement, si c'est toi qui l'organise et que si tu seras avec 10 personnes, ça sera toi qui vas payer. Alors que si nous, tu passes par nous, ça sera notre assurance qui prendra en charge la personne, voilà, si elle a un problème. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais on va dire que c'est des risques qui sont couverts par les agences de voyage. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant dans le fait de passer par une agence de voyage. Ça a un coût du côté de l'organisateur parce que forcément, nous, on travaille, donc il va falloir payer notre travail, mais ça sécurise la partie organisation de trail en off, par exemple. Ouais, puis même si on fait... ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai organisé, alors j'étais pas tout seul, hein, on a organisé un trail en off l'année dernière en Bretagne. Non, c'était cette année d'ailleurs, le temps passe... c'était cette année, c'était au mois de juin, on a organisé un 120 km, 140 même, autour de la presqu'île de Crozon dans le Finistère, et on a juste fait payer 10 € pour le barbecue du soir d'après course. Et on a fait, on était un petit peu novice, c'était la première fois que c'était organisé cette histoire. On a fait signer une décharge de responsabilité, on a fait signer un droit à l'image parce qu'on avait un photographe qui était là de façon bénévole. Et on a demandé juste 10 €, voilà. Dans ce cadre-là, du coup, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui organisent ça, c'est pour ça que je posais la question parce que ça va intéresser plein de gens. Dans ce cadre-là, effectivement, si il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'organisateur. C'est l'organisateur. La décharge, elle est malheureusement pas valable. Elle est pas valable. Elle sera pas valable parce que si la personne en fait va en justice, parce que si jamais ça va jusque là,
La justice va voir la décharge. Ok, la personne a fait la décharge. Mais qui a fait signer la décharge? L'organisateur. L'organisateur, il a quel statut? Est-ce qu'il avait le droit d'organiser ce off? La réponse est non. Donc, la décharge, elle est annulée et la responsabilité ira directement au responsable. Et donc, en fait, ils vont aller chercher toujours la personne la plus haute. Donc, même si c'est entre potes, même si c'est entre potes, alors c'est dur. Parce que on le fait tous, mais si il y a un moment, ça va en justice, on va toujours chercher la première personne qui a organisé ça, la première personne qui a envoyé un message à quelqu'un en disant est-ce qu'on organise ça? C'est cette personne-là qui va être responsable. Après, si tu as une structure, par exemple, on prend l'exemple d'une association qui veut organiser juste une course. Et en gros, ça dure une journée. Elle a une responsabilité sur la partie organisationnelle, etc. Ça, c'est bon sur une journée. Oui. Mais c'est à partir du moment où, par exemple, tu vends de l'hébergement, la notion d'hébergement, c'est primordial. Et de transport. C'est ça qui compte, en fait. C'est-à-dire que tu peux organiser, par exemple, tu as une association et la Planète Trail, voilà, l'association La Planète Trail. Très belle association. Voilà, tu peux organiser ta course, pas de problème. Par contre, si tu fais la Planète Trail, tu dis, allez, on fait un off sur 15 jours, sauf qu'il y a de l'hébergement entre. Là, s'il y a un souci, comme le disait Fred, c'est toi qui vas être responsable s'il y a le moindre problème. Parce que, en fait, la justice, elle regarde sur le haut du papier qui c'est qui a organisé et à un moment donné, il faut trouver quand même un responsable. Ouais, donc en fait, c'est même presque au-delà de juste il y a quelqu'un qui a un problème sur le parcours. Je prends l'exemple, nous on a eu durant le parcours, on a eu des personnes qui se sont pas blessées gravement, mais qui n'ont pas pu continuer parce qu'ils avaient un petit bobo là et puis ils ont décidé d'arrêter. On avait des bénévoles sur place qui les ont pris en voiture et qui les ont ramenés au point de départ. Si pendant ce trajet-là il y a un carton, c'est bingo quoi. C'est toujours, on va toujours remonter jusqu'à la personne qui a organisé ça. Okay. C'est intéressant. Après, on sait que il y a 80, je sais pas, on n'a pas les stats, mais 90%, 95% des associations qui proposent. Alors là, on parle dans le trail, mais dans n'importe quel sport, dans n'importe quel, même pas que dans le sport, dans n'importe quelle association. Il y en a énormément, ou même des agences d'événementiel, des entreprises événementielles qui proposent des événements avec du transport et ou de l'hébergement qui n'ont pas cet agrément agence de voyage. Donc, ça concerne pas que le trail, ça concerne tout en fait. Dès lors qu'il y a réservation de transport ou d'hébergement, il faut un agrément agence de voyage derrière pour être couvert à 100%. Et c'est là où ça peut être intéressant pour des gens qui veulent organiser des trails en off. Et qui se disent, tiens, moi j'ai besoin d'une structure qui m'assure que si jamais il y a un problème sur l'organisation, s'il y a un couac, s'il y a une personne qui, il y a un carton, comme tu dis, et derrière, il y a une structure qui peut, on va dire, gérer tout ça. Et nous, en fait, on sait gérer ça parce que c'est notre métier. Et on a les assurances derrière. Donc, par exemple, l'association La Planète Trail, si elle voulait faire… On finit par la créer, hein. un autre trail en off et qu'elle voulait passer par Trail the World pour organiser un off avec toute la réglementation qui soit OK, et en fait, tu pourrais passer par nous et il n'y aurait aucun problème. Et là, tu serais en règle à 100%. OK. Et finalement, en fait, même en organisant ça, un trail de la presqu'île de Crozon, Grand Raid du Finistère, comme je l'avais nommé, en passant par vous, ça m'a franchi du côté c'est légal, on est couvert, etc. Et puis, si je fais participer chaque coureur, ça leur coûtera même moins cher que s'ils devaient faire payer un dossard sur une telle distance, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Oui. Ok, ça marche. C'est intéressant à retenir. Et puis, si jamais vous aussi de votre côté, vous voulez organiser un try off, ayez tout ça en conscience et en connaissance, comme ça, ça vous affranchira peut-être de problèmes que vous devrez assumer à vie. Nous, on vous donne les solutions et on fait que on est. Après, les gens ils peuvent être joueurs, hein. Il y en a. Après, on a malheureusement des exemples contre et ça se finit pas très très bien, mais c'est très très rare. Donc ça va. Ok, ça marche. Alors vous qui avez parcouru un petit peu le monde, la Terre en long, en large, en travers, en diagonale, est-ce que y a une destination, un endroit qui est
pas très connu, qui est pas très couramment, où on n'y va pas souvent, et vous recommanderiez aux spectateurs d'y aller absolument, et que si ils n'ont pas fait ça dans leur vie, ils ont raté leur vie? C'est trop dur ça, c'est horrible, horrible comme question. Parce qu'en fait, alors il y a plein d'endroits en fait dans le monde qui sont pas connus, et encore, moi pour avoir passé 2 ans à voyager un peu partout, il y a encore énormément d'endroits qui sont pas connus. J'aimerais aller redécouvrir et découvrir, mais on va dire en endroit à aller découvrir qui est pas connu pour moi. Par exemple, c'est Madagascar. Ça fait partie des. Si, je sais pas la destination unique, mais en endroit connu auquel je pense, où il est facile de voyager quand même pour des Français qui voudraient partir. Madagascar, c'est un endroit où il y a très peu de touristes. Et parce que voilà, c'est un pays pauvre. Il n'y a pas beaucoup d'accès. Il faut, comment dire, à certains endroits, il faut beaucoup de patience pour faire, par exemple, 200 km. Parfois, ça peut vous prendre entre 12 et 20 heures parce que c'est que la piste. Mais ça vaut vraiment le coup. Il y a des endroits qui sont magnifiques. Il y a des trails, des sentiers qui sont incroyables. Les gens sont géniaux. Et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Mais après, il y a plein d'autres endroits dans le monde. Moi, j'aimerais bien, alors c'est très bizarre, mais j'aimerais bien retourner, parce que ça choque souvent les gens, j'aimerais bien retourner en Chine, par exemple, parce que la Chine, il y a énormément d'endroits qui ne sont pas encore assez explorés par les touristes. Il y a beaucoup de touristes chinois, mais il y a très peu d'occidentaux. Il y a énormément de sentiers. C'est pour ça aussi que le trail se développe beaucoup là-bas. Je crois qu'en 10 ans, ça s'est multiplié par le nombre de courses qu'il y avait là-bas. Et alors, les Français n'ont pas forcément une attirance pour la Chine, et encore plus, je pense, en ce moment, avec ce qui s'est passé. Mais pour autant, ça reste une destination, je pense, qui vaut le coup d'explorer, parce que si on aime l'aventure, en fait, si on aime l'aventure, la Chine, on pourra l'aimer, ou comme Madagascar, on pourra aimer, comme l'Inde, on pourra aimer, même si c'est très compliqué aussi. Ça fait partie des pays qui sont... Voilà, on part en voyage, et on part comme sur un trail, on prend ses baskets, on va explorer un endroit, et puis on arrive. Et ces 3 pays, ça fait partie des pays qui sont à explorer encore, et qui sont pas trop touristiques. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, voilà. Si je devais plus ou moins dire quelques pays, mais on pourra encore en parler pendant des heures. Donc, voilà. Ouais, t'as pas su en dire un seul. Non, t'as vu, j'ai esquivé. Hein. Ouais, j'ai bien vu. Et toi, Fred, qu'est-ce qui t'attirerait, ou qu'est-ce que tu aimerais faire ou refaire? Alors, moi, je vais peut-être plus parler côté trail, parce que j'ai beaucoup voyagé surtout pour aller faire des trails. Alors, pareil, je vais pas dire un seul endroit, hein, ça marche pas, ça. Impossible. Mais il y a une course que j'adore, c'est la Transvulcania. Oui. Donc, elle est connue de nom, mais elle est pas forcément très accessible, parce que les billets d'avion, c'est plus cher que sur les autres îles, les Canaries, etc. La Transvulcania, moi, je n'aime pas refaire 2 fois les mêmes courses. La Transvulcania, je l'ai faite 3 fois. J'y suis allé 5 fois. Et si je pouvais y aller tous les ans, j'irais. Parce que c'est un endroit magnifique. Après, je pense au Colorado. Au Colorado, pour les amoureux de trail, c'est incroyable. Il y a une course mythique, c'est la Hard Rock, que j'ai eu la chance de faire. C'est presque plus compliqué d'avoir un dossard que de faire la course pour cet événement. Mais au-delà de la course de la Hard Rock, c'est les endroits en fait où on est seul au monde dans les montagnes, et on est tout de suite à 4000 mètres facilement, hein, sans neige, sans problème, et c'est des paysages incroyables. Donc c'est pas les destinations les plus connues, en tout cas pour voyager, le Colorado. Après, il y a la Patagonie. C'est le dernier que je vais dire. La Patagonie, on a emmené 2 fois des voyageurs 2 ans de suite là-bas faire un trail en Patagonie. On court en fait au milieu de rien. Il y a rien. Et il n'y a pas le bus nous emmène. À la fin, on termine sur une piste pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Et il y a juste des guanacos qui sont là. C'est des petits lamas qui sautent.
et il y a pas de ville, il y a rien. On est perdu dans le parc Torres del Paine. C'est des endroits, c'est pareil, c'est pas hyper touristique et c'est des endroits magnifiques pour voyager. Il va falloir qu'on arrête cet échange parce que je vais finir par mettre mon sac et pas respecter le 1 km là. Ouais, bon, du coup, j'ai acheté 3 billets d'avion. Comment ça se passe? Non, ça fait envie, hein, ça fait envie tout ça pour les personnes qui aiment voyager. Bon, souvent quand on aime le trail, on aime bien tous ces aspects-là, voyage, nature, liberté, se retrouver seul au monde. C'est vrai que la hard rock, c'est compliqué. Je crois aux États-Unis d'avoir des dossards. C'est Vincent Gaudin que j'avais la semaine dernière qui nous disait ça quand aux États-Unis les courses sont en plus petit nombre. Tu peux pas avoir des départs de 2500 personnes comme à l'UTMB par exemple. Non, la hard rock c'est 150 personnes maximum. Pour on ne sait pas combien de milliers de demandes. Et puis, il y a des dossards qui sont réservés à ceux qui l'ont fait déjà plusieurs fois, des dossards à ceux qui l'ont fait une fois. Donc, en fait, il y a une cinquantaine de dossards pour les personnes qui l'ont jamais fait. Et donc, l'année où je l'ai fait, moi, j'ai eu la chance d'être tiré la première année. Et l'année où j'y suis allé, c'est en fait, en moyenne, il faut attendre entre 4 et 5 ans le tirage au sort pour la faire. Moi, j'avais un Canadien, c'était le plus vieux de la course. Ça faisait 9 ans qu'il s'inscrivait. Et il était pas au bout de la 9e année parce que après, tous les ans, il faut aussi faire la course qualificative parce qu'il y a ce système-là de course qualificative pour pouvoir rentrer dans la loterie. Mais voilà, non, aux États-Unis, c'est particulier. D'accord, ok, intéressant. Ouais. Et du coup, Fleur, pour en rajouter un petit peu et qui appuie un petit peu mes questions d'origine, quel a été le trail le plus difficile techniquement? Techniquement. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, parce que je l'ai pas fini, donc c'est pour ça, c'était très dur. C'est le trail du Bourbon. Alors, j'ai la bonne idée de faire de me lancer dans le trail du Bourbon après avoir fait le 177 km de l'ultramarin, dans le Morbihan. Donc la même année, bien entendu, donc 177 km. Après, je me lance dans un 110 km avec un peu plus de 6000 de dénivelé. C'était très compliqué parce qu'à La Réunion, tu te dis oui, c'est bon, les sentiers. Pourtant, j'étais partie, j'avais voyagé. Et en fait, tu n'es pas allé à La Réunion, tu n'as pas couru sur les sentiers. Alors, c'est pas la diagonale, mais le trail du Bourbon, ça reste quand même un sacré morceau. Enfin, on dit que c'est la moyenne, mais c'est pas la moyenne. C'est 110 km. Je peux vous dire qu'on les sent dans les pattes. Et il y a trois gros blocs. Donc, tu montes le Piton des Neiges. Ensuite, tu vas dans Mafat. Tu montes le cirque de Salazie. Et après, tu montes le Maïdo. Et moi, je me suis arrêtée à sans souci, à 70 km. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Fin de l'histoire. Ouais, c'était très, très dur. C'était très compliqué. Parce que malheureusement, quand on aime courir en descente, ce qui est mon cas, à La Réunion, c'est quasiment impossible. Ça ne marche pas. Et donc, du coup, tu n'as pas de moment où tu es OK, allez, c'est bon, je vais pouvoir relancer et puis me dire qu'allez, j'y vais. Non, tu les as pas. Et quand ça descend, ça monte. Donc, en fait, tu n'as jamais de répit. Donc, je pense que pour moi, ça fait partie des trails les plus techniques. La Réunion. Je vais confirmer parce que, la même année, j'ai fait la diagonale et effectivement, on nous parle des terrains. On connaissait plein de monde qui nous a dit, tu vas voir, c'est technique et tout. On se dit toujours, oui, OK, c'est technique, mais ça va passer. Ouais, c'est bon. J'en ai vu d'autres. Et en fait, quand on est sur place, on se rend vraiment compte. Alors, ce qui est presque plus tordu, c'est que quand on regarde le profil de la diagonale, voilà, ça fait je vais le faire devant la caméra, ça fait ça. Et en fait, les 40 derniers kilomètres, c'est juste ça, comme ça. Et on se dit, c'est bon, une fois que dans les derniers 40 kilomètres, c'est facile, je vais réunir. Et en fait, c'est presque le pire. C'est ça qui est compliqué. Donc, la Réunion pour le côté technique. Après, on en a fait une en Guadeloupe aussi, où c'était la Guadeloupe. La Transcarrequera qu'on a fait de nuit. Oh là là, j'avais oublié ça. Voilà. Alors, on a fait la version 60 km, mais il y avait une version 140 km où voilà, il y a tout simplement forcément pas de sentier à chaque fois. Et donc, on est dans la jungle. Seul parce en que pleine nuit. c'est au départ et on est 30 personnes à partir.
Donc, Ah ouais. partis Et c'est ensemble. pas celui-là où il y a beaucoup de boue aussi? Exactement. Tu Exactement. descends avec des cordes, tu montes. Ouais. Ouais, ouais. C'est une J'en ai expérience, entendu parler. c'est une aventure. Voilà. Et, D'accord. Donc, ça, au niveau technique, voilà, ces deux-là sont Ouais. peut-être. Voilà. ouais. Bah, c'est marrant parce que quand j'ai vu la question, j'ai pensé à celui-là et je crois que c'est celui-là et c'est Zinzin Reporter qui a fait Ouais. une vidéo dessus, je crois. Et j'ai pensé à celui-là quand j'ai vu plus difficile techniquement. Pourtant, j'ai pas pensé à La Réunion alors que c'est quand même Oui. un objectif fort que j'ai et qui est plus classique. Ok, super. Et du coup, vous voulez retourner quand même à La Réunion ou vous avez le syndrome, comme on dit, quand tu le fais une fois, tu veux forcément y retourner 10 fois? Bah alors, Fred et moi, on est pareil, on n'aime pas du tout Non. faire les courses deux fois. Mais du coup, comme je ne l'ai pas fini, bah, je suis obligée d'y retourner. Mais en Bah, bien fait, sûr. j'ai dû le Une faire revanche. Il y a eu un moment donné où nous deux, on a eu on s'est dit, c'était trop. Enfin, cette expérience, elle est géniale. Enfin, je veux dire, La Réunion, c'est incroyable. Il faut y aller pour le voir, pour le vivre. C'est incroyable. Mais c'est intense. Enfin, le mot l'île intense, ça porte vraiment son nom. Et il nous a fallu un petit temps de réadaptation avant de se dire, OK, est-ce qu'on y retourne un jour? Et je pense qu'on va y retourner. Alors je ne sais pas si ça sera sur le. Moi, je pense que j'ai pas envie de faire la diagonale, j'ai envie de faire le Bourbon parce que je me dis, il faut que je le finisse. Voilà, mais ça, c'est le côté têtu que j'ai. Ouais, un peu borné. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et non, moi, j'aime pas faire deux fois la même course à part la Transvulcania, hein, j'ai dit. J'en ai fait des fois deux fois les mêmes courses, mais je dis pas que j'y retournerai pas pour refaire la diagonale ou même le Bourbon, hein, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas l'envie première qu'elle a. Après, retourner sur l'île pour vivre la course en tant qu'assistant ou bénévole ou oui, ça, mille fois oui. Mais en tant que coureur, il y en a des milliers d'autres à faire avant de refaire tout le temps les mêmes. Et d'ailleurs, ça doit être quelque chose d'un sacré morceau, ça de faire l'assistance sur le trail de la diagonale. Alors, j'avais entendu un chiffre, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. C'était entre 800 et 900 km de route pour les personnes qui font de l'assistance si tu dois venir à tous les ravitaillements sur la diagonale. Il faudrait demander aux parents de Fred et la famille de Fred qui était là sur tous les ravitaillements. Moi, je les ai rejoints là, comme j'avais abandonné, et je pense qu'ils ont très peu dormi. Et ils disaient effectivement, ils repassaient. On n'a pas le chiffre, mais c'est possible que ce soit vrai parce que de toute façon, pour aller d'un endroit à un autre, à chaque fois, il faut redescendre, il faut remonter, il faut aller dans le cirque, dans Sillaos. C'est la route des combien de virages? 400 virages? Je sais pas, il y en a énormément. Alors, donc, 800 km, on peut pas confirmer ou pas ce chiffre, mais c'est beaucoup. On vous dira parce que ton père, il fait des fichiers Excel pour savoir le nombre de kilomètres. Donc, on pourrait le savoir. Ah ouais, organisé quand même. Hein. Il est carré, le père. D'accord. Et alors, juste pour terminer, parce qu'on arrive déjà à 7 heures, moi je suis toujours impressionné un jeudi à chaque fois, la vitesse à laquelle ça passe, cette heure d'échange. Est-ce qu'il y a encore un trail qui vous fait rêver et si vous vous dites, tiens, il faut que je fasse ça avant absolument le plus rapidement possible? Ouais, c'est bon. Mis à part le Trail de France. Oui, bah bien sûr. Non, mais le Trail de France, alors c'est vrai que du coup, on ne pourra pas le courir. Ça, c'est le côté un peu dommage. Donc peut-être qu'on fera une année où on s'arrangera pour qu'il y ait des gens qui organisent pour nous. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, il y en a. En fait, c'est pas un trail, c'est un raid. Et c'est récemment, pour avoir interviewé une des raideuses qui l'a fait, qui s'appelle Emma Roca, c'est une espagnole. Et en fait, c'est The World Toughest Race et ça s'appelle Eco Challenge. Alors, l'année dernière, c'était dans les îles Fuji. En fait, c'est en équipe. Et en gros, c'est un raid de 671 km. Il faut faire donc rame, navigation, il faut aller chercher des médaillons. Il y a de l'escalade, il y a du canyoning, il y a du trail, il y a du VTT. Et en gros, c'est un raid multisport et que en équipe. Et en gros, tu ne peux pas abandonner tes coéquipiers. Et donc, c'est des équipes mixtes. Donc, donc c'est 4 personnes. Donc, tu peux faire 3 hommes, une femme, et ou inversement.
Et en gros, ça s'appelle la course la plus dure au monde. Et j'aimerais bien un jour la faire parce que c'est un truc de barjo. Et en fait, tu peux pas abandonner ton équipier, peu importe s'il est mal. Voilà. Tout le monde arrête, personne n'arrête. Voilà. Ok, intéressant, sympa, bon délire. Et toi, Fred? Alors, ça, c'est une question compliquée. Pourquoi? Parce que étant en agence de voyage trail, tous les jours, on recherche des nouveaux trails dans tous les pays. Et en fait, on en découvre tous les jours, mais des trails qui sont incroyables. Alors, c'est des trails locaux où il peut y avoir que 50 personnes, mais qui sont organisés dans des endroits incroyables. Alors, je pense à la Dragon Race, d'ailleurs. Alors oui, il y a la Dragon Bike Race en Écosse. En Écosse, oui. Voilà, je cherchais. Okay. C'est un trail par étape aussi, plus de 300 km. Mais en fait, si tu me poses la question aujourd'hui, ce ne sera pas la même réponse que demain et ce ne sera pas la même réponse que après-demain. Il y en a plein. Après, j'aimerais bien. Mais je vous rassure, il va la faire, la World Toughest Race. Hein. C'est déjà mon binôme. Hein. Donc, il nous faut 2 autres personnes. Hein. Donc, on vous le dit. J'annonce. Ça recrute. Non, mais c'est vrai que non, c'est très difficile à répondre à cette question. Là, aujourd'hui, non, je n'ai pas de réponse précise, mais il y a une course, je pense à une petite course au Groenland qui fait un petit peu rêver. Je sais pas comment on va pouvoir la faire, mais c'est une course en étape aussi. C'est une course en étape au Groenland sur 3 jours qui a l'air magnifique. Donc, ça marche. Aujourd'hui, ils font ça, mais après, ça change tout le temps. Voilà. On compte toujours sur des petites pépites. Si vous êtes aussi sur la page Trail World, on partage des fois des courses et on en découvre à chaque fois. Oui. Déjà, quand on voit le nombre de courses qui est possible de faire, alors rien qu'en Bretagne, en temps normal, tu peux en faire une tous les week-ends. Alors en France, voilà. Alors dans le monde. En France, il y en a plus de 3000. Donc voilà, dans le monde, en fait, on n'imagine pas tant qu'on n'est pas dedans. On n'imagine pas nous quand quelqu'un nous fait une demande pour faire 2 semaines de vacances au Pérou. On va sillonner, on va essayer de trouver tous les trails du Pérou. Alors c'est compliqué de tous les trouver parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de site internet. Mais après, on connaît du monde sur place, donc on essaie de se renseigner. Et c'est pareil, il y en a 5 par week-end. Et donc courir au Pérou, vous imaginez que n'importe où on court, c'est magnifique. Donc il y en a partout. C'est des paysans, c'est sûr. Ouais. Ok, ça marche. Alors, dernière question. Allez, je l'affiche. Est-ce que vous continuez à vous entraîner et vous voulez participer encore à des trails? Alors, la deuxième question, j'imagine que oui, mais comment est-ce que vous trouvez le temps pour vous entraîner? C'est marrant parce que cette année, en 2020, on s'est dit on va pas se préparer à des ultras parce que on s'est dit on peut plus à un moment donné s'entraîner autant par rapport au travail qu'on a. Et bizarrement, il n'y a pas eu de course. Donc, au final, c'était pas plus mal. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore inscrit à des courses. On essaie de s'entraîner. Enfin, on continue à s'entraîner, mais comme tout le monde, c'est un peu compliqué parce que quand t'as pas d'objectif, c'est difficile d'aller sortir, d'aller courir, etc. En fait, on a plutôt adapté notre entraînement. On fait un peu plus de vélo qu'avant. Avant, on n'en faisait pas. Après, c'est surtout la région dans laquelle on est. Là, on est plutôt dans le 77, en Seine-et-Marne. Donc, il n'y a pas trop de montagne. Donc, on a la chance d'avoir une forêt pas trop loin, mais c'est tout plat. Et au bout d'un moment, nous, on aime bien la montagne. Donc, quand on a fait le tour des dizaines et dizaines de fois du parcours à plat, on court plus trop ici. Alors, d'une, parce que Maud l'a dit, on n'a pas trop le temps avec tout ce qu'on fait. Et de 2, on n'a pas forcément l'envie. Donc, en fait, on est plus en ce moment dans le vélo. Et dès qu'on va en montagne, on court. On a été repérer toutes les étapes du Trail de France. Nous, on va les courir nous-mêmes. Donc là, on en a repéré la moitié, quasiment 200 km. Donc, il y a un mois, on est parti. On a fait 200 km en 2 semaines en montagne. Voilà, là, c'est du plaisir infini. Mais sinon, quand on est là, l'entraînement... c'est pas ouf quoi. J'imagine que quand tu fais ça, tu te dis je fais quand même un beau métier.
Ouais, oui, Oui, oui. oui, oui, mais C'est sûr que là, c'est au final, on se rend pas compte. Pour nous, effectivement, c'est pas de l'entraînement, c'est du boulot, C'est du mais repérage. c'est du repérage, c'est du plaisir, et en même temps, on bouge un peu Bien plus sûr. que d'habitude en restant assis sur notre chaise. Ouais. Tout à Parce que fait. ça fait partie de 10% de notre boulot, quoi. Ok, super. Alors, moi j'ai une dernière question et après on arrête parce que j'avais dit 1 heure, mais on a un petit peu dépassé. J'espère que je vous prends pas tout votre temps. Merci à vous. Bon, Romain, Euh, sortir ce soir. je voulais savoir, vous qui avez donc le podcast, on en a parlé au tout début, le podcast Ouf. Quelle est la personne. Alors, c'est encore une question un petit peu difficile, hein, j'avoue. Je vous êtes pas obligé de répondre sur une seule personne. Vous pouvez un petit peu vriller comme tout à l'heure. Quelle est la personne, par exemple, si vous deviez me recommander, du coup, d'inviter quelqu'un et avec qui vous avez beaucoup apprécié d'échanger, que vous avez bien apprécié, qui ce serait quelqu'un que vous pensez comme ça en premier lieu? Mais que tu n'as pas interviewé, parce que je pense que tu Ouais. as bien interviewé du monde. Bah, j'ai pas commencé il y a longtemps, donc j'ai encore une liste. De personnes. Waouh! Alors, on en a eu beaucoup, hein. Ouais, on en a eu pas On mal. en a eu beaucoup. On a Guillaume Artus. Oui, Est-ce que tu l'as eu? il l'a Tu l'as eu, hein? il a Ouais, interviewé Lucas Papi, je crois que J'ai eu 2 fois. Il y en a un, on est assez content de l'avoir interviewé, c'est Christian Mauduit. Ah oui, incroyable. Alors, je sais pas si tu connais, on parlait du format Backyard Ultra, hein, des Infinity Trails qu'on organise. Il y a un circuit mondial des Backyard Ultra et tous les ans, il y a la finale aux États-Unis. C'est le fameux Laz qui a inventé la Barclay, qui a inventé aussi le concept et qui organise la finale. Cette année, elle n'a pas pu se faire, donc il a organisé un espèce de championnat mondial en simultané. On était dans il y avait 21 pays. Et donc, nous, on a constitué une équipe de France et on a organisé ça en Chartreuse. Et donc, avec Benoît Laval, qui a aussi une backyard. Et donc, on se battait contre tous les autres pays du monde. Et donc, on a fait venir ce Christian Mauduit et il a gagné la course. Christian Mauduit, donc il a gagné en 46 heures. Il a fait des courses, il a gagné un double DK Ironman. C'est quoi un double DK Ironman? C'est 20 Ironman, 76 km de natation, 3600 km de vélo, 844 km en courant. Donc ça, il a gagné la course. Donc ça a duré 14 jours, je crois. C'est un spécialiste des courses de 6 jours. Donc pendant 6 jours, il court. Il peut sortir plus de 800 km en 6 jours. Il a fait des courses de vélo de 5000 km. Voilà, c'est un gars qui est incroyable. Il est très modeste. Quand on l'a invité pour l'équipe de France, il voulait pas venir parce qu'il en avait jamais fait. Et donc il s'est dit pas légitime de participer à cette course. Et pourtant, il a gagné. Donc, attends, j'ai une autre personne. Une autre personne, oui. Perrine Fage, je pense pas que tu l'as interviewé. Ah, Perrine Fage, ça me dit quelque chose. Son nom me parle. Je l'ai pas eu. On parle d'hommes, mais forcément, moi, je vais parler de femmes. Non, mais tu as raison. Et je reçois très très peu de femmes. En fait, j'en ai reçu qu'une. Enfin, tu es la deuxième. Bon. J'ai reçu Sylvaine Cusso, mais sinon, j'ai reçu très peu de femmes. Je devais recevoir Nathalie Mauclair. Maud, c'est toi. Donc... je devais recevoir Nathalie Mauclair, mais elle avait eu un empêchement. Et voilà. Mais sinon, je reçois très peu de femmes. Donc, du coup, tu disais. Perrine Fage, donc c'est la créatrice, alors je pense jusqu'à présent, de la traversée de l'Enduroman. Alors, l'Enduroman, c'est le plus grand triathlon au monde, même s'il n'est pas dans le bon ordre. En gros, c'est de Londres à Paris. Il y a une partie vélo entre Londres et Douvres. En courant, c'est en courant. Oui, pardon, excuse-moi, en courant. 140 km. Ensuite, tu traverses à la nage la Manche et ensuite, tu finis à vélo jusqu'à Paris. Il faut savoir qu'en fait, elle a tenté ce record en 3 semaines d'intervalle. Donc, elle a fait une première partie, elle a fait la course, elle a fait la nage, elle a dû être arrêtée parce que c'était trop dangereux pour elle, parce qu'il se peut que tu sois arrêtée pendant cette course. 3 semaines plus tard, elle a refait et elle a eu le record. Et en fait, elle a pas que fait ça. Elle a fait des biking man. Notamment, elle a fait, là, cet été, elle a fait la Swiss Peak, le 360.
C'est une femme qui est déterminée. Elle a, elle a la niaque. En plus, elle a un boulot qui lui prend pas mal de temps. Elle est au Qatar et en fait, elle revient de temps en temps pour faire des épreuves. Elle fait aussi des aventures à vélo toute seule. Elle va découvrir des pays en Éthiopie, etc. Et en fait, elle est juste incroyable. Donc, je pense que c'est aussi une très bonne à interviewer. Super Infage. D'accord, super. Merci pour toutes ces recommandations. Et du coup, on peut retrouver, j'imagine, les échanges sur votre podcast. Alors justement, ça va me permettre de clôturer cette émission. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ah si, j'ai une dernière chose, si vous me le permettez. Oui, vas-y. Et c'est pour inciter pardon, les personnes à télécharger. Vous avez créé un jeu d'énigmes. Oui. C'est quand même, faut en parler. Je l'ai téléchargé. J'ai essayé. Alors, honnêtement, j'ai pas cherché très très longtemps sur certaines énigmes, mais il y en a d'autres. Je me suis dit, mais comment les gens vont trouver? La première, par exemple, je sais pas. Je ne comprends pas. Pourtant, j'aime beaucoup tous ces trucs, tous ces jeux d'énigmes et tout. J'étais un grand fan il y avait des jeux comme ça sur le téléphone ou quoi. J'aime beaucoup ces jeux-là. Je suis assez gamer aussi et je m'y suis pris au jeu. J'ai mis ma famille sur le projet. Donc non, c'est vraiment sympa. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Alors, ça a été lancé il y a 10 jours. Donc, faut savoir que tout a été conçu pendant le premier confinement, où on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour occuper les gens pendant ce premier confinement. Alors, vu on voulait faire les choses un peu difficiles, on a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc, en fait, on l'a pas sorti pendant le premier confinement. On s'est dit, on va toujours attendre. On a attendu avant de sortir. Après, on a sorti les inscriptions au Trail de France. Donc, on a attendu. Et donc, on s'est dit, on a planifié ça en septembre. On s'est dit, on va lancer ça début novembre. Et il se trouve que le jour où on l'a lancé, c'était le premier jour du deuxième confinement. C'était pas du tout prévu. Ça tombait pas trop mal. Alors après, ce jeu, c'est 11 énigmes à résoudre séparément. Et en résolvant ces 11 énigmes, vous allez trouver une grande réponse. Une grande réponse. On ne vous dit pas ce que c'est. Mais effectivement, c'est amusant parce que depuis que c'est sorti, on a eu quoi? On a eu, je sais pas combien de. Ah oui, alors il y a au moins 250 personnes qui se sont inscrites. Voilà, on sait, qui ont téléchargé le livre des grandes énigmes. Mais on a reçu plus d'une centaine de mails avec des possibilités de réponses. Alors toutes aussi folles les unes que les autres. Il y en a beaucoup. Il y en a qui vont chercher très 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 loin. Et donc, sur tout ce qu'on a eu pour l'instant, je crois, on a 7 ou 8 bonnes réponses à des énigmes. Ouais, ça ne m'étonne pas, c'est compliqué. Hein. Il y a une personne qui en a trouvé 3. On va pas dire le nom parce qu'à chaque fois, en fait, quand les gens nous écrivent par mail pour donner, nous, on leur dit à chaque fois qu'ils pensent trouver la réponse à une seule énigme, ils nous envoient un mail parce que il y a plus de 2000 € de lot à gagner quand même sur ce jeu. Un dossard pour le Trail de France. Exactement. Voilà, un dossard solo. Donc, il y a beaucoup de lots pour le vainqueur ou la vainqueur. Et il y a aussi un tirage au sort parmi toutes les personnes qui trouveront au moins 5 énigmes. Parce que on peut concevoir que ce soit difficile de tout trouver. Et donc, si on en trouve au moins 5, il y a un tirage au sort. Donc voilà, il y en a un qui a trouvé 3 bonnes réponses. Mais en fait, on ne dit pas, quand vous nous envoyez un mail, on ne vous dit pas si vous avez bon ou pas. Alors, c'est pour ça que des fois, on reçoit plein de mails pour une seule énigme parce que ils voient, énigme 3, il y a 2 bonnes réponses. Énigme 4, il y en a une. On voit le nombre de bonnes réponses, mais on ne sait pas si c'est toi ou pas. Ouais, alors, le mail auquel il faut envoyer vos réponses, c'est énigme au pluriel @trailstheworld.fr. Voilà, si vous avez des réponses, si vous faites partie des gens qui ont téléchargé ce grand livre qui vous rend fou. Et on espère qu'il va vous rendre fou encore quelques semaines, au moins jusqu'à Noël. Ça fera des discussions à Noël. Et donc, on sait que y en a peut-être qui se découragent un petit peu. Alors, on va pas donner l'indice tout de suite, mais par contre, il se peut qu'à un moment donné, on donne des indices. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Très bien. De toute façon, je mettrai tout ça dans la description. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vous suivre? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce que vous êtes le plus présent? Dites-nous tout ça.
Alors, on est présent quotidiennement sur Trail the World, parce que voilà, c'est notre agence. Et après, pour l'événement Le Trail de France, c'est letraildefrance.com ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous suivre sur ces 2 réseaux, Trail the World et le Trail de France. Et si vous voulez suivre le podcast sur Ouf Podcast sur Instagram. Ouf avec 3 F. Exactement. Ah oui. Oui. Tout à fait. Et voilà. Après, il y a nos courses. Il y a nos courses où donc le format backyard, c'est infinitytrail.fr. Et on a une course, on n'a pas trop parlé, mais c'est le 24 heures vertical challenge. Voilà, .com. C'est un aller-retour sur une montagne pour faire le plus de dénivelé en 24 heures. Voilà. D'accord. Ok. Mais tout est plus ou moins concentré sur Trail the World, que ce soit sur le site trailtheworld.fr ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc en gros, si on vous suit sur Facebook, Instagram et sur le site sur Trail the World, on sait à petit peu près tout ce que vous partagez et publiez. Ouais. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, pour avoir joué le jeu, de répondre à des questions qui n'étaient pas toujours simples. Oui, il fallait trancher, faire un choix. Ah oui, on n'a pas réussi. Merci à vous pour ce moment. Merci encore à toutes les personnes qui étaient présentes dans les commentaires. C'était encore vivant. Donc, merci à vous pour votre présence. À mercredi prochain pour le prochain invité. Le replay sera disponible en podcast sur YouTube, sur Facebook. Il sera disponible partout. Donc, si vous voulez le partager, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très, très bientôt. C'était François, Maud et Fred. Bonne soirée à tous. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.